Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, IoT comme Internet of Things, c'est un acronyme pour définir 50 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde. Rien que cette année, vous l'avez compris, c'est aussi notre définition des très gros mots de la tech à suivre, évidemment avec l'Internet des objets. Il a une idée, lui, derrière la tech, c'est Gaël Musquet, vous le connaissez bien. Gaël, aujourd'hui avec toi, on va essayer de comprendre ce qu'est un serveur web exactement. Tout à fait, on connaît très bien les navigateurs qui te permettent de surfer sur des pages web, Opera, Safari, Firefox. On connaît moins bien le back-office, encore dans cette chronique, comment fonctionnent ces moteurs littéralement du web. Et ça va nous servir, figurez-vous, pour notre club actu du jour. D'abord, en première partie, Midjourney part en live. Évidemment, l'actu est remixée par l'IA et ça fait la une. Vous avez tous vu ces images de Donald Trump en prison, d'Emmanuel Macron au milieu des manifestations ou du pape en doudoune. Oui, mais ce sont des images générées par une intelligence artificielle. Alors, pourrons-nous démêler le vrai du fake? Jusqu'à quand allons-nous piéger citoyens et journalistes? On en parle évidemment avec nos invités. Dans la deuxième partie de l'actu, le site de l'Assemblée nationale pris d'assaut par des hackers russes. Ça s'est passé lundi dernier. Pro-russe, anti-Macron, c'est en tout cas de cette façon-là que ces hackers du groupe No Name sont présentés. Mais qui sont-ils vraiment? Là aussi, on va essayer d'y voir plus clair avec Maître Merab Grigorabou. Tu es évidemment avocate associée au sein du groupe international Privacy Data et Protection pour le cabinet Bird & Bird, également professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Je l'ai décrit de façon parfaite, quasiment exhaustive. Oui, et Sciences Po. Et Sciences Po aussi, alors tu vois, c'était pas exhaustif. Également à nos côté, Stéphane Zibi, je vais essayer d'être exhaustif, mais vous le connaissez déjà très bien. Directeur de Ionis X, expert S-Tech pour RCJ et pour On refait le Mac. Bonjour à toi. Bonjour à toutes et à tous. Oh, c'était un très beau bonjour. Et puis évidemment, Gaël qui ne nous quitte pas pendant cette émission. Tout ça est dit, c'est bien. D'abord, focus. Des smartphones, des montres ou encore des voitures connectées, il est désormais littéralement partout dans notre quotidien. C'est l'Internet des objets, IoT ou Internet of Things en anglais. C'est devenu littéralement incontournable. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? Justement, on en fait le tour avec Xavier Terrade. Bienvenue dans le Web 3.0. L'Internet des objets est considéré par certains comme la troisième évolution de l'Internet. Il s'agit de connecter plusieurs objets. On parle d'Internet of Things, l'IoT, une formule expliquée par le responsable de la majeure génie informatique des systèmes temps réels et embarqués de l'école d'ingénieurs en intelligence informatique EPITA. Pierre Ficheux. L'IoT, c'est un mot qui est relativement marketing, on va dire. C'est l'extension de l'Internet à des objets physiques. Cela concerne bien évidemment les ordinateurs, les téléphones portables, mais aussi les voitures, les réfrigérateurs ou encore des montres connectées qui peuvent l'être notamment avec une balance qui reçoit les informations de la montre. L'Internet des objets a donc une importance dans la domotique, mais aussi dans la santé et plus précisément dans l'organisation de l'hôpital. Quand on construit un objet connecté qui forcément a du logiciel, en fait on programme un objet comme on programme encore aujourd'hui un site web. Vous allez avoir des capteurs embarqués Little Data qui vont récupérer des données et ces données vont être traitées dans le cloud. En 2015, l'école polytechnique fédérale de Zurich avait dévoilé une étude selon laquelle d'ici 2025, 150 milliards d'objets devraient se connecter entre eux grâce à Internet et avec plusieurs milliards de personnes. Pour l'instant, les seuls qui profitent de cette augmentation de la connectivité de l'IoT, c'est toujours les mêmes, c'est les GAFAM. Et grâce à un objet unique qui est le téléphone mobile. Mais aujourd'hui, Pierre Ficheux reconnaît que les voitures connectées devenues de véritables ordinateurs sur roues font aussi partie de l'Internet des objets, une invention que l'on pourrait selon lui comparer à celle de l'électricité. Cet Internet des objets qui, et on l'imagine bien, va poser plein de questions en matière de cybersécurité. Évidemment, vous le savez, on y revient très souvent avec Gaël sur ce plateau. Allez, tout de suite, saurez-vous reconnaître le vrai du fake? On ouvre le club, première partie. Et
pour parler de ces actus, justement, à nos côtés, Merab Gregarabou, tu es avocate associée au sein du groupe Bird & Bird, spécialisée en droit du numérique et de la propriété intellectuelle. Tu enseignes également à Paris 2, Panthéon-Assas et à Sciences Po. Stéphane Zibi, qui enseigne sur tous les médias pour lesquels il est expert, justement, de la tech, RCJ, On refait le Mac, et puis également directeur de IonisX. Gaël, Merab et Stéphane, vous avez vu littéralement ces images partout aujourd'hui sur les réseaux, dans les médias, cette semaine en tout cas. Donald Trump en prison. Emmanuel Macron au milieu des manifestations ou du sol parisien jonché de déchets, ou encore le pape lui-même en doudoune. C'est des images qu'on pourrait croire vraies, mais qui sont littéralement fausses. Alors, fausses à ceci près que, pour pouvoir les générer, on entre des mots-clés bien réels dans Midjourney, DALL-E ou encore Starry AI, qui sont ces logiciels justement de génération d'images, d'IA donc créative. Est-ce qu'on va aller jusqu'à piéger les citoyens, les journalistes avec ces images? C'est vraiment le débat qu'on avait envie d'ouvrir avec vous aujourd'hui. D'abord, qui s'est fait piéger par certaines de ces photos? Moi, je le dis tout de suite, le pape en doudoune, vraiment, il y a une fraction de seconde, je me suis dit, il est très stylé. Mais t'as aimé. Vraiment, j'ai aimé. Non, mais t'as aimé, mais ça veut pas dire que tu... Voilà, t'as du bon sens quand même. J'ai du bon sens, mais mon cerveau a littéralement pensé une fraction de seconde que c'était une vraie image. Le doute s'installe aujourd'hui. C'est aussi fascinant que dangereux. Ouais. Puis, alors, celle de Trump, j'ai hésité. Et le pape en doudoune, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'y croyais. Je me dis, placement de produit, d'une marque de mode à l'italienne. Ça y est. Ils ont le style. Ça passe. Alors, selon les informations que j'ai, il gère très bien sa marque, le pape. Il ne s'associe pas aussi facilement. Ouais, c'est pas Vatican doudoune, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, en effet, même nous, on peut réussir à se laisser berner. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à se laisser aller à penser que ces images peuvent être vraies. Alors, il y a eu évidemment de grands débats sur les deepfakes vidéo, sur les deepfakes audio. La peur de la mésinformation, maintenant, elle va s'emparer aussi des photos. Et finalement, c'est pas une question aussi vieille qu'Internet. Là, on est en plus là, sur une actualité ces images, elles arrivent dans une actualité qui les rendent plausibles. Il y a son sentiment déjà que l'image, elle peut être vraie parce qu'elle s'insère dans une actualité intéressante. J'ai pas l'impression que ça va s'améliorer en regardant, on voit la qualité des images. Ce qu'il va falloir en revanche faire, c'est effectivement prendre de plus en plus de temps pour analyser, recouper, voir d'où ces photos sont, où est-ce qu'elles ont été sourcées, où est-ce qu'elles ont été reprises. Et comme parfois certaines rédactions se font prendre au piège, la boucle est malheureusement vite mal bouclée, si je peux m'exprimer ainsi, en matière de vigilance vis-à-vis de ces photos. Je pense qu'on va avoir une phase comme ça où on va être trompé, on va aimer ça aussi, être dupé, se faire surprendre, y croire. D'ailleurs, ça projette certains fantasmes. Trump en prison, je pense qu'on est plusieurs. Et complètement, ça paraissait crédible. Sachant que c'est l'ancien président des États-Unis lui-même qui avait appelé justement à galvaniser ses supporters pour une probable arrestation qui aurait pu se produire en effet la semaine et les jours où cette image a été générée. Mais encore une fois, c'est quand même, ça porte quand même question et débat. Oui, donc je pense qu'à force d'être dupé, va se créer malheureusement une défiance et aussi une régulation qui va s'instaurer. Alors soit une autorégulation, soit les législations, les réglementations vont prendre les choses en main avec un principe qui est fondateur dans l'univers de la communication, c'est la transparence. Et donc annoncer quand c'est fake, pas fake, quand c'est fantaisiste, quand c'est réel, et donc tout ce qui est vérification des sources va être de plus en plus complexe. Ça veut dire quoi? Que finalement, on a pris l'habitude aujourd'hui dans l'univers numérique qu'à chaque développement d'innovation ou on va appeler ça de la créativité, parce que ça reste pour l'instant quand même de la créativité à l'aide de ces intelligences artificielles, le deuxième pendant, c'est forcément la régulation, c'est forcément légiférer. Ce sera forcément la régulation, et puis on va constater l'échec de la régulation, c'est ce fameux cycle. Et on passera à l'autorégulation, et c'est là où les acteurs vont être force de proposition, parce que le législateur est assez limité dans ce domaine. Mais là, il faudrait aller peut-être un petit peu plus vite quand même, je pense, dans les cycles, si c'est possible. Il n'y a pas à attendre qu'il y ait des gros problèmes et des changements. Déjà, il y a eu des pays qui ont basculé, au moins dans certains résultats des élections. Là, imaginez l'impact que ça pourrait avoir, parce qu'une image, c'est immédiat. Avant, on était obligé de lire des choses pour pouvoir éventuellement se faire une opinion et tout. Là, d'un seul coup, on va avoir des images ou des vidéos qui seront complètement fausses. Et elles vont arriver et faire le tour des réseaux en 1 seconde et demie avec les outils qu'on a.
on pourra encore plus vite influencer une tranche de la population qui peut éventuellement se retrouver tout de suite à prendre ça comme ça au premier degré. Et donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être difficile à appréhender. Et moi, mon idée, c'est qu'il faudrait que tous les acteurs, les mid-journées, OpenAI, etc., s'autorégulent eux-mêmes et envoient des tags, ça c'est un peu technique, mais tags des éléments qu'ils vont générer pour qu'ils soient reconnus, pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse tout de suite dire, voilà, ça c'est un truc qui a été généré chez nous, donc a priori... Alors, je suis tout à fait d'accord. Et juste pour ajouter, dans les réflexions et dans tout ce que je vois, moi, comme créativité qui nous est présentée, et le buzz dans tout ça. On a peut-être envie aussi de cette phase de doute qui va créer le buzz et ensuite faire preuve d'honnêteté. Et la question qui va se poser, c'est au bout de combien de temps cette phase de doute est tolérable, cette tromperie va être considérée comme acceptable, et au bout de combien de temps elle est inacceptable, et donc on tombe dans l'illégalité. Mais c'est acceptable quand même en matière d'information, c'est quand même extrêmement préoccupant. Oui, mais on voit agoraphobe, etc. Énormément de développement sur ces créativités. Ça peut être amusant, les buzz. On va revenir dans un instant au label et justement à la régulation qui peut nous permettre d'y voir plus clair. Mais d'abord, je voudrais quand même revenir avec toi, Gaëlle, sur déjà les points techniques qui nous permettent de pouvoir identifier des images générées par des intelligences artificielles ou pas. Tu nous le disais il y a quelques jours, si j'ai bien appris mes leçons, on a eu, grâce à toi, une chronique très pédagogique, très didactique, sur la façon dont certains logiciels open source nous permettent déjà de pouvoir authentifier certains fichiers images. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ces IA, ces logiciels, ces machines, ces laboratoires, Midjourney c'est un laboratoire à la base, si le logiciel porte son nom, sont motorisés par des logiciels libres. Donc effectivement, il y a plusieurs approches et la régulation en général, elle arrive tard. On est quand même sur... Il faut qu'on attende, c'est comme les catastrophes naturelles, on attend souvent l'incident pour pouvoir déclencher un sursaut. Donc évidemment, dans l'idéal, ce serait bien de ne pas attendre ça. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur... Quand on regarde la page de documentation de Midjourney, c'est la première chose que j'ai été vérifiée sur comment on commence à faire à taper. Code de conduite, don't be a jerk. Ne soyez pas un abruti. N'utilisez pas ces outils pour faire des images qui peuvent choquer, qui peuvent causer des débats, qui peuvent créer des drames. Ceci inclut des images gore ou à destination du public adulte. Donc, on a déjà chez Midjourney une prise de conscience. C'est le premier paragraphe sur le guide d'utilisation. Donc, on a une lecture juridique, ça s'appelle de la limitation de sa responsabilité. Voilà, d'une part. Et de l'autre côté, on a des outils, des bibliothèques qui permettent de reconnaître des images. Donc, l'idée, ce serait effectivement d'avoir un pot commun de toutes ces IA puisqu'elles maîtrisent, c'est-à-dire qu'il faut s'abonner à ces IA pour pouvoir générer ces images. Donc l'idée de base, ce serait effectivement d'avoir une forge dans laquelle on a toutes les images qui ont été générées, donc leur signature, à défaut de les avoir, mais au moins leur signature, que l'on puisse comparer sur des moteurs de recherche inverses, comme on peut le voir sur d'autres moteurs de recherche. On rentre l'image qui nous permet d'avoir tout de suite la source, d'où ça vient, à quelle date ça a été généré, par qui. Mais encore une fois, si j'étais une bonne élève et que j'ai bien écouté tes chroniques, il me semble qu'il y a quand même un fichier que chaque image générée par un appareil photo, par un ordinateur, chaque image qui est générée a une extension de fichier qui nous permet de connaître sa carte d'identité. Un tag EXIF, surtout sur les photos, donc l'appareil photo va le générer. Tout à fait. Les tags EXIF, ils vont permettre en fait de donner la date, le modèle, l'appareil, l'objectif qui a été utilisé. Mais malheureusement, la magie du numérique étant ce qu'elle est, ces tags peuvent être effacés. D'où l'importance d'avoir une signature. Alors, à la fois visuelle, il faut savoir que ces logiciels utilisent massivement, j'en ferai une chronique, OpenCV, tout ce qui touche au computer vision. Et donc, on est capable de créer une signature d'une photo, donc, qui va permettre d'avoir une petite signature rapide. Et derrière, permettre à des moteurs de recherche, en ayant une base de données de toutes les signatures, mais de pouvoir faire le rapprochement. Attention, cette image est dans ma base de signature d'images étant générée par les IA. Et là, on commence effectivement à rentrer sur une responsabilité, mais là, pour le coup, opérationnelle, de ces différentes IA, qui permettent juridiquement d'ailleurs aussi de se couvrir et dire attention, ça vient de moi, ou attention, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui ai généré cette image. Alors, j'ai une question pour Gaëlle. Bien sûr. Oui. Est-ce que la blockchain ne pourrait pas venir au secours de cette traçabilité ? Toujours pareil. En fait, le fait de pouvoir générer une signature de cette photo et de la mettre, de l'inscrire dans une blockchain, effectivement,
Ça peut être une des solutions techniques, mais une base de données déjà de base permettrait un fichier texte dans lequel on a toutes les signatures. C'est comme les fichiers de mots de passe, identifiants mots de passe qui sont salés. Mais là, pareil, on pourrait avoir la même chose sur une blockchain. Ça me paraît un peu overkill, mais pour du contrat. Effectivement, sur la partie juridique, ça peut être un outil intéressant pour la partie judiciaire et les suites à donner à ce type de réutilisation d'incidents qui pourraient survenir. Identifier la chaîne de responsabilité et aussi la rétribution des droits d'auteur. Absolument, parce que ce qui est bien en jeu, c'est justement ça. D'une part, en effet, se rendre compte de l'origine, de l'émission de cette image, de la fabrication de cette image, si tant est qu'elle a été faite à partir d'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, le nerf de la guerre, on va follow the money, on va suivre encore une fois ce fil justement de l'argent, c'est la rétribution de la propriété intellectuelle, en effet. Mais d'abord, je voulais quand même vous refaire réagir les uns aux autres. Ça veut dire que si on a les moyens, en effet, techniques de pouvoir mieux authentifier le créateur de ces images, encore une fois, fût-il une intelligence ou un logiciel d'intelligence artificielle, ça veut dire aussi qu'on peut mieux maîtriser la chaîne des responsabilités. Mais qui, typiquement, si on revient sur le cas de la blockchain, qui devrait pouvoir lire cette blockchain? Le média qui va émettre potentiellement et se servir potentiellement de cette photo, ou le consommateur et consommatrice d'infos? Comment, justement, y voir plus clair, nous? Tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en fait, là, on a... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces photos ne sont pas générées par des logiciels individuels, chacun sur nos PC ou sur nos tablettes. On s'adresse en général à un bot, donc à un robot auquel on va soumettre du texte et qui, lui, va générer l'image. Et donc, cette image, effectivement, sera associée à un certain nombre de métadonnées, mais on est là, et c'est très intéressant, sur 4, 5, 10 plateformes qui vont être capables de les générer et donc de mettre un tampon dessus. Et donc là, si le régulateur, et si on veut aller jusqu'au bout de l'open data, la gouvernance ouverte, les États et les empires divers et variés peuvent aussi demander à ces différentes plateformes de générer des signatures. Je vais faire une toute petite digression qu'on a déjà eue ici sur la pédopornographie. C'est ce que font les polices du monde sur l'authentification de certains nombres de photos qui sont utilisées par des criminels. Alors évidemment, l'analogie est extrême, mais on est déjà en capacité de signer des fichiers, pas que des images d'ailleurs. Ces IA ne génèrent pas que des images. Elles génèrent un registre public aussi. Pourquoi pas mettre une photo dans une base de données et puis la plateforme, la base de données nous indiquerait la source et les différentes interventions sur cette photo. Mais ton système marche parce que aussi potentiellement l'émetteur du logiciel, Midjourney ou DALL-E, part sur de l'open source et qu'on peut éventuellement tracer les choses. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la photo, le contenu produit, parce qu'on n'a pas que des photos encore sur ces images, le contenu produit, il vient d'une personne, d'une plateforme. Donc la plateforme, si elle veut être responsable, en toute transparence, doit pouvoir dire, voilà ce qui est sorti, à défaut même, pour respecter la vie privée des usagers, on peut entendre ça. Voici la signature de tout ce que j'ai produit, et donc avoir un fichier commun. La blockchain, c'est un fichier public. On a accès sur le Bitcoin aux transactions que tout le monde a fait. On n'a pas forcément le nom et le prénom de la personne, mais on a l'ensemble des transactions qui ont été faites. Et donc, effectivement, on a une capacité aujourd'hui, parce que ces émetteurs ne sont pas si nombreux que ça, de signer et d'authentifier un certain nombre de productions. Alors, en attendant d'avoir peut-être un registre public et une blockchain pour pouvoir authentifier cette chaîne, justement, de création de ces images générées par Midjourney ou d'autres logiciels d'IA, je vais vous proposer, tiens, 2 illustrations d'articles du Figaro. C'est arrivé là aussi un petit peu plus tôt cette semaine. Le Figaro qui veut illustrer justement un article sur les successions notamment et sur le droit, mais une autre forme de droit en l'occurrence, et qui propose cette image. Elle vous parle, cette image, ou pas du tout ? En silence quasi total en plateau, ça peut nous faire penser à du Norman Rockwell, ça peut nous faire penser à plein de choses, à une illustration dessinée, on est d'accord ? Eh bien, c'est Midjourney. En l'occurrence, utilisé dans un papier très officiel du Figaro. Ça a fait tellement polémique que le Figaro a dû changer son illustration pour en mettre une beaucoup plus neutre et issue d'une base de données de type Shutterstock, avec des droits réservés. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première illustration de cet article, le label Midjourney, le crédit Midjourney était mentionné. Ça veut dire quoi très concrètement en matière de droit, Merav ?
Alors, le crédit Midjourney était mentionné. C'est très bien puisque ça montre la source, mais Midjourney elle-même, cette solution-là, utilise d'autres sources qui sont protégées au titre du droit d'auteur. Donc, quand on est 70 ans après la mort de l'auteur, en droit français, tout tombe dans le domaine public, donc il n'y a plus de droit à respecter, si ce n'est que le droit au respect de l'œuvre. Mais il y a encore beaucoup d'artistes qui existent, qui ont l'empreinte de leur personnalité, et on va écrire, on va demander à l'IA de fabriquer une image à la façon de tel artiste. Alors cet artiste est encore vivant ou il est mort il y a moins de 70 ans. Et donc il y a des ayants droit à qui on doit au moins des sous. Ah bah oui, non mais en plus moi j'ai découvert dernièrement que Gaël avait été modèle pour un tableau de Edward Hopper. Ah bon? Ok. Oui, ok. Peut-être les moyens de le prouver. Oh, non. Ça, tu l'as généré avec Midjourney. C'est magnifique. Donc il y a aussi le droit à l'image. Merci pour cet exemple. On parle du droit d'auteur. Mais il y a aussi le droit à l'image de Gaël Musquet. Comment? Le droit à l'image de Gaël Musquet. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. Et en France, contrairement aux idées reçues, parce qu'aux États-Unis c'est pas pareil, c'est pas parce qu'il est une personnalité publique qu'il perd son droit à l'image. Ok. C'est un gros sujet qu'on a. Ça veut dire quoi, très concrètement, que là, Gaël peut attaquer Stéphane? Ça veut dire qu'on va se parler après l'émission. On va faire une bonne convention d'honoraires. Et donc Stéphane va sortir de... 10%. Non, Stéphane, il va sortir de la salle. Ah oui, concrètement, c'est lui le... Si on revient sur cet exemple-là, les amis, justement, est-ce que Gaël pourrait potentiellement attaquer Stéphane pour détournement de son Alors, droit il va d'image? d'abord faire une plainte contre X, parce qu'on n'est pas certain non plus que ce soit Stéphane, et pour peu que Stéphane ait demandé à quelqu'un d'autre d'intervenir, on ne va pas prendre de risque, il va se retourner contre nous, enfin contre vous, Gaël, pour dénonciation calomnieuse. Donc oui, il a de quoi se défendre absolument au pénal ou au civil, si vous êtes sûr que c'est effectivement Stéphane. C'était sympa, non, tu vois, c'était une très bonne idée, vraiment, mais ça nous permet d'avoir cet exemple justement très, très pratique pour essayer de comprendre justement tout ce que ces IA génératives, et notamment en matière d'image, vont susciter comme débat dans les jours à venir. Donc attention, vérifiez bien vos sources, vérifiez les labels, et puis surtout, ne vous laissez pas avoir par ces images. Vous aurez compris comment on pouvait le faire sur le plan technique et sur le plan juridique. Merav, Stéphane, allez, on garde quand même. Et Gaël, vous restez avec moi, puisque dans un instant, on ouvre la deuxième partie de l'actu. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète web. Et c'est le zap d'Edouard Denuot qui ira peut-être chercher Stéphane Zibier à la sortie, on ne sait pas. This is the inside. Yes, sir. See all the various components. And if we want to learn more about the memory, we can do so. It's a 1.5 terabytes. So we can move around. Here's an example of gravitational fields. The moon is orbiting the Earth using our physics editor. It's all user-generated. And I feel like it's such a great way to, from an educational... It's my life, it's now or... 3, okay, start. I swear if you mess up that. I'm gonna try. Backwards. That's why he's going backwards. So cool. Nice. 不是这样，你从这里切，从这里切，这里呀。Consciousness. Sentience, internal, external, or virtual.
perpetual existence. Consciousness. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur. On est un peu dissipé, on vous l'avoue. Mais on est toujours en compagnie de Merave Grigarabou, évidemment, avocate au cabinet Bird & Bird, spécialisée sur le droit du numérique, l'IP notamment, et puis aussi la privacy. Ça fait beaucoup d'anglicismes pour parler de beaucoup de choses numériques. Stéphane Zibi, qui adore les anglicismes aussi, directeur de Ionis X, expert pour RCJ et pour On refait le max sur la tech. Et puis Gaël Musquet, évidemment, à nos côtés. Ça tombe extrêmement bien parce que vous le savez, Gaël Musquet a toujours une idée derrière la tech. Et cette idée, elle va nous servir d'ailleurs pour cette partie d'actu à suivre. On va revenir sur les serveurs web. C'est quoi exactement, docteur Musquet? Au commencement, il y avait le serveur. Tout à fait. En fait, sans ces serveurs web, le web n'existerait tout simplement pas. C'est vraiment une partie invisible, hein, même pour les développeurs. Hein. Certains ne savent pas ce qui se passe en fait. C'est mal. Derrière, souvent, parfois, ces machines qui motorisent vraiment le web, elles sont extrêmement importants. Et pour comprendre en fait leur importance, on va revenir à la définition de ce qui est déjà Internet. Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc, c'est un réseau qui permet d'interconnecter différents protocoles, différentes machines à différents endroits dans le monde. Et ces ordinateurs vont utiliser ces protocoles pour bien savoir comment ils vont communiquer entre eux. C'est Wintercerf qui est un des pères fondateurs du web, hein, qui a créé TCP/IP, donc Transfer Control Protocol et Internet Protocol, qui est le protocole de ce réseau des réseaux interconnectés. Pour le web, en l'occurrence, là, on est sur une des applications d'Internet. Donc, le web est dans l'Internet, mais le web ne se résume pas à Internet. En fait, en gros, Tim Berners-Lee, quand il a créé en fait le World Wide Web, il a créé une des applications. Une de ces applications, c'est l'échange, le transfert de documents grâce au protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et HTML, qui est le langage de ces pages web qui permet de structurer les documents et de se les transférer. Et cette application-là, au même titre que le mail, la messagerie instantanée, le streaming vidéo, permet en fait d'avoir accès à un certain nombre d'informations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on tape dans nos navigateurs http://www, qu'on accède, c'est comme ça qu'on accède à la page que l'on désire, au contenu qui nous intéresse. C'est comme ça en fait que commence la grande aventure de la navigation en ligne. Une histoire du web qui nous explique beaucoup de choses, notamment comment fonctionnent ces serveurs. Alors, on va d'abord imaginer en fait que ces serveurs, ce sont des machines qui attendent qu'on leur soumette une requête. Ouais. Donc à travers ce requête. Tu fais super bien la machine qui attend. Vraiment, voilà. Non mais. Et ces machines, elles vont attendre des millions de requêtes qui vont être faites avec une certaine méthode. Donc il y a plusieurs, il y a une petite dizaine de méthodes. Les plus connues sont GET, pour avoir une information, POST, pour envoyer par exemple des formulaires, et AID pour avoir une documentation sur le type de document. Donc les logiciels clients, nos navigateurs, hein, Safari, Firefox, Opera, vont en fait envoyer des requêtes, utilisant ces méthodes. Et en fait, le serveur, si tout va bien, va dire « Ok, je vais t'envoyer en fait le contenu en question avec un statut, un code de statut 200 qui veut dire que la requête s'est bien passée, que le contenu est bien accessible. » Si ce n'était pas le cas, on a une petite erreur qui s'appelle l'erreur 404, qu'on a tous... La fameuse erreur 404, on sait une nouvelle chose. Ou 403, pour dire que l'accès est refusé. Vous n'avez pas le droit d'accéder à cette requête-là. D'ailleurs, les statuts, hein, il y en a à peu près 5. Ils sont sur trois chiffres. Commence par 1, quand on veut juste avoir une information sur le contenu. 2, pour dire que c'est bon. Le serveur dit que c'est bon. La requête a été couronnée de succès. 3, les redirections. 4, les erreurs. Et 5, ce sont en fait les erreurs côté serveur. Donc la machine, le serveur dit « Attendez, il y a un petit souci, je ne peux pas répondre tout de suite ». Et la magie du web, en fait, c'est la capacité de tous les industriels, tous les développeurs, de respecter ces standards. C'est un combat qui a été mené de haute lutte par la Fondation Mozilla, qui a produit le navigateur Firefox. Mais grâce à ces combats-là, on a aujourd'hui, sur le web, en tout cas côté client,
une assez grande harmonie, un assez grand respect de ces fameux standards du web. Chez Opera, Internet Explorer qui est devenu Edge, Chrome qui est un des navigateurs les plus utilisés aujourd'hui. Et justement, ces grands noms des navigateurs, on les connaît, on les utilise tous les jours. C'est peut-être aussi pour ça que c'est rentré plus facilement dans nos habitudes et notre culture numérique. Le serveur qui dit tout va bien, regardez, j'attends, c'est quoi les grands noms de ces serveurs-là? Alors, le premier serveur qui a été créé, donc il a été créé par le CERN, le Centre de recherche nucléaire. Il s'appelait CERN HTTPD. En parallèle, le NCSA aux États-Unis, donc le CERN HTTPD c'est 90, le NCSA pardon, HTTPD. Tu vois, même toi, tu arrives à tromper, c'est-à-dire 1993. J'avais 13 ans. Ces deux serveurs, premiers serveurs historiques, ont été abandonnés. D'ailleurs, Apache, qui est aujourd'hui l'un des serveurs les plus utilisés, qui a été d'ailleurs pendant plus de 10 ans le serveur le plus utilisé au monde, vient justement de ce serveur NCSA HTTPD, puisque le nom Apache il vient de Apache Server, qui c'était des patchs, en fait, des correctifs de ce serveur NCSA qui a donné naissance à Apache. Il n'y a plus aucune ligne aujourd'hui en commun entre ce NCSA HTTPD et Apache aujourd'hui. Nginx qui a été créé par le Kazakh Igor Sysoev, je ferai une chronique prochainement là-dessus. Lighty, qui est mon serveur web préféré. Busybox HTTP, qui est le serveur web embarqué qu'on trouve souvent dans les petits routeurs et sur des distributions Linux. 2IS de Microsoft aussi, qui est encore aujourd'hui un serveur très utilisé. Bref, en 30 ans, ça a été vraiment une guerre de la performance, de la sécurité, de la rapidité, de la sécurité. Et ce sont ces serveurs-là qui sont d'ailleurs en première ligne en cas d'attaque. Les attaques par déni de service, les failles de sécurité, les attaques qui permettent de découvrir des documents qui ne sont pas censés être accessibles, d'accéder à des intranets par exemple d'entreprises. Et on comprend que ces serveurs web aujourd'hui fassent l'objet de toutes les attentions en matière de cybersécurité pour éviter des failles et évidemment de la compromission d'informations et du vol aussi d'informations. Et vous allez voir comme cette émission est extrêmement bien conçue. Fort de toutes ces informations-là, on passe à la deuxième partie de l'actu et on va voir qu'en matière de cybersécurité, l'attaque de déni de service n'est pas forcément la plus perfectionnée. Mais on va tout vous expliquer avec Merab, Stéphane et Gaël, bien sûr. Oui, parce que cette actu, c'est celle qui s'est passée justement au tout début de semaine. Le site de l'Assemblée nationale française pris d'assaut par des hackers russes, on l'a dit, pro-russes et anti-Macron d'ailleurs. Ils sont présentés de cette façon-là. Ils appartiennent à un groupe, No Name. Ils ont paralysé donc le site du Parlement français. Qui sont-ils vraiment? Est-ce qu'on a des informations sur ce groupe? Par qui est-ce qu'ils sont financés? Quels sont les motifs justement de ces actions de piratage? Merab, est-ce qu'on a quelques idées? Moi, je me fie à ce qu'ils déclarent. Voilà, ce sont des hackers russes anti-Macron. Et c'est une particularité qu'on va retrouver facilement, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter. C'est la mouvance qui va bien et qui prospère actuellement et qui est à la source de beaucoup de cyberattaques, y compris des grandes plateformes privées, streaming, musique, etc. C'est-à-dire que personne n'est épargné? Non, en l'occurrence, il faut se méfier parce qu'il y a une petite actualité russe en ce moment avec la guerre en Ukraine qui fait qu'on peut avoir tout de suite tendance à jeter comme ça les Russes en pâture. Il n'est pas impossible que d'autres groupes criminels aient envie aussi de se faire de la publicité sur ce type d'action. Et donc déclare que le groupe No Name a mené ces attaques alors que ce n'est pas forcément... Pas forcément, on a vu par le passé des États qui utilisent d'autres États comme écran ou comme origine. Ils utilisent des serveurs qui viennent d'un État. En tout cas, il n'y a pas d'autres revendications. Alors, il n'y a pas d'autres revendications. La particularité de ce type d'attaque, c'est... le premier, c'est que ça fait de la pub assez rapidement, gratuitement, avoir
une belle audience. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'on a des scripts qui disent. On va revenir justement aux attaques de déni de service. Parce que je voudrais justement qu'on ait ton avis dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on finisse par travailler justement sur ce groupe Nonen. Ils ont d'autres faits d'armes, on le disait avec Merave justement tout à l'heure. Ils ont notamment fait partie d'un raid un petit peu plus tôt cette année dans une opération baptisée Germany RIP, en février. Ils s'étaient notamment alliés à une partie d'Anonymous, parce qu'évidemment la mouvance Anonymous n'est pas là aussi extrêmement cohérente. Des hackers qui rejoignent justement ce groupement peuvent hacker sur certaines opérations et pas sur d'autres. Évidemment, cette opération en Allemagne, c'était après la décision du chancelier allemand d'envoyer des chars Léopard en Ukraine. La question qu'on se pose quand on les voit agir de cette façon-là, parfois un peu disparaître et parfois avec des causes très différentes, c'est quelles sont vraiment leurs motivations, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est quoi, Stéphane, pour toi? C'est l'appât du gain, c'est une revendication politique, c'est une forme de déstabilisation parce que la période se prête justement à être déstabilisée? C'est un peu tout ça, je pense. C'est un peu tout ça parce que ça peut donner des idées à certains on sait qu'aujourd'hui les armes sont pas obligatoirement là où... Bon, bien sûr, elles existent toujours. La preuve, il y a une guerre en ce moment, mais les armes aujourd'hui vont être derrière nos écrans. Et aujourd'hui, quand on montre qu'on peut hacker un site d'un parlement d'un pays puissant, qui est de réputation un très bon défenseur en cyber, parce que quand même, je pense on fait partie des meilleurs en défense. Voilà, mais quand même, je pense que c'est un peu tout, parce que avec une modération peut-être sur la partie politique, parce que quand on revendique quelque chose et qu'on a une vraie pensée politique, comme avaient un peu les Anonymous d'une certaine manière à un moment. Peut-être que là, il y a quelque chose. Là, je sais pas, ils veulent quoi? Ils veulent défendre Poutine. Politique à bon dos, là. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est une façon d'embaumer tout ceci. Oui. Et derrière, il y a d'autres aspects. Moi, je me demande toujours si c'est pas très marketing. Enfin, il y a toujours du business derrière tout ça. Donc, ils bossent forcément avec d'autres organismes. Ils montrent leur supériorité, leur performance. Voilà. Et ça permet de vendre sous le manteau d'autres prestations. C'est un peu un showroom, finalement, de leurs compétences en matière de hacking? Là-dessus, alors, et les études le montrent, c'est beaucoup moins risqué que du trafic de drogue, d'un point de vue déjà individuel, sur des rivalités avec d'autres groupes criminels. Ça rapporte plus vite, moins de risques, même pénal, le risque pénal sur la prison. Donc techniquement, on a une facilité d'accès, on n'a pas un produit à aller acheter en Colombie ou dans d'autres latitudes tropicales. C'est hyper intéressant, c'est très, très intéressant pour des groupes d'utiliser ce type d'outils. Et encore une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque tension sociale en France donne naissance sur des groupes parfois autonomes chez les Anonymous et pas forcément habités de l'intérêt général à ce type d'attaque. On a vu pendant les manifestations des Gilets jaunes des raids qui ont été menés contre des ministères, contre des sites parlementaires aussi. Et le danger peut venir aussi de l'intérieur sous couvert que ce serait par exemple un groupe extérieur ou étranger. Alors je voudrais faire vérifier quand même la légalité de la chose et surtout le risque pénal de ce type de hacking par Maître Merave, ici sur le plateau. Oui, le risque pénal est très fort et il y a une coopération internationale sur le sujet. Là, pour le coup, la coopération internationale en matière de cybercriminalité et cyberdéfense, elle est plutôt effective. Donc de plus en plus, on retrouve les personnes à l'origine de ce type de cyberattaque. Moi, je crois beaucoup en leurs revendications. J'ai le sentiment, alors je ne connais pas aussi bien que vous, Gaël, mais qu'il y a beaucoup d'ego dans l'univers de la cybersécurité. Donc, une fois qu'ils l'ont revendiqué, ils ne prendraient pas le risque de se mettre d'autres hackers à dos. Et on les aurait entendus, les autres hackers à l'origine de cette attaque. Alors oui et non. Alors oui, parce que l'ego et la réputation, c'est le principal moteur d'un groupe, parce qu'il faut vendre derrière l'outil et l'attaque. Et non, parce qu'on a déjà assisté à des vols entre groupes, alors gouvernementaux ou criminels, à des vols d'outils. C'est-à-dire qu'une attaque peut être récupérée par un autre groupe. Il y a de la prédation aussi entre ces groupes et de la rivalité qui, parfois, et c'est là où ça peut paraître paradoxal, font que la discrétion est aussi parfois
un formidable outil pour pouvoir utiliser un outil de notre groupe qui est plus performant ou qui permettrait d'attaquer à un endroit ou depuis un endroit que la puissance judiciaire ne verrait pas. En tout cas, Marjorie, visiblement, ils ont plus à gagner qu'à perdre et que le volet pénal, y compris la prison, parce que derrière, c'est aussi de l'emprisonnement, privation de liberté, ne leur fait pas peur. Bref, ne faites confiance à personne. On revient justement sur le titre spécifique d'attaque qui a été porté contre le site de l'Assemblée nationale en début de semaine. On appelle ça une attaque de déni de service. D'abord, c'est quoi exactement sur un plan technique, Gaël? Et puis, est-ce que c'est si perfectionné que ça? On parlait tout à l'heure de la façon dont ces hackers pouvaient avoir un showroom quasiment en temps réel de leur capacité de piratage. C'est si compliqué que ça, une attaque de déni de service? Alors non, parce qu'on a des outils qui permettent déjà à la base, au moment où on développe un site web, il faut imaginer qu'on va développer des outils. Il y a des outils qui ont été développés, c'est des outils de stress test. Donc le plus connu chez Anonymous, notamment, c'est Loïc, Low Orbit Ion Cannon, qui est un logiciel libre qui permet de tester à partir de quel moment mon site web va tomber. Si j'ai 10 000 personnes, 15 000 personnes, 30 000 personnes qui consultent mon site web, sur ma nouvelle version, ma nouvelle appli, jusqu'à quel niveau mon site web, mon application est performante pour pouvoir recevoir ce nombre de requêtes. Malheureusement, cet outil a été détourné pour pouvoir attaquer du coup des sites web, et on va avoir ce qu'on appelle du DDoS. Donc le déni de service, c'est une personne qui attaque un site web, donc avec 10-15 000 requêtes par seconde, par exemple. Le DDoS, donc c'est le déni de service, mais distribué. D'accord. Et donc là, on va utiliser plusieurs centaines de machines, plusieurs centaines de personnes, de machines corrompues, pour concentrer ces faisceaux d'attaques qui viennent de plusieurs pays, plusieurs sites, plusieurs machines, plusieurs box, sur un seul et même site. Et là, il va se passer, on va noyer le fameux serveur web dont tu nous parlais tout à l'heure pour le faire tomber. C'est ça. On va faire rentrer sur ce plateau 200 personnes qui vont toutes te parler en même temps. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup de gens d'un coup d'un seul. Et donc, au bout de... On dirait que c'est parfois compliqué à 4. Là, il faut imaginer 200 personnes qui vous parlent en même temps. Ça devient très compliqué. Même si ces personnes chuchotent, c'est très compliqué de distinguer la requête légitime d'une attaque. Et donc, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Sur un site politique, je ne vais pas dire que c'est pas très grave, c'est grave en termes d'image, en termes de message à porter politique, là on s'entend. Là où ça devient grave financièrement, évidemment, c'est sur des sites de e-commerce, c'est sur des sites où on a des échanges financiers, et il y a toujours un risque, quand on utilise ces outils, que le serveur web tombe, c'est-à-dire qu'ils se mettent en défaut et qu'ils donnent accès à des parties qui ne sont pas légitimes, ou sur lesquelles on devrait avoir une erreur 403 ou une erreur 401, accès interdit. Et là, effectivement, ce type d'attaque n'est jamais anodin. Ça permet de concentrer les services de l'État sur une partie de l'attaque. Et pendant ce temps, ces groupes criminels peuvent découvrir des vulnérabilités, les exploiter pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et on l'a vu parfois, quelques années. Et ça peut parfois venir de nos alliés. On a des cas d'utilisation de ces failles par des logiciels, par des États comme le Maroc, comme les États-Unis, comme la Chine, qui utilisent ces failles pour pouvoir espionner ce que font d'autres États, d'autres sites industriels. Donc Stéphane, ce que nous dit Gaël, c'est que c'est un peu le jeu finalement du magicien. On va détourner un petit peu l'attention, regardez comment je viens de faire tomber votre site internet par une attaque de déni de service, et en même temps, ça me permet de récupérer plein d'informations pour les exploiter de façon criminelle à la suite. Mais là, il y a eu une attaque, mais ils ont réussi à mettre un sceau, à reprendre la main sur la page d'accueil et montrer qu'ils avaient bien signé. Donc en gros, ils ont pris quand même la main sur le serveur web en ayant les logins mots de passe pour pouvoir mettre à jour le site pour que la nouvelle page d'accueil soit celle qu'eux ils mettent. Et ça, il y a eu aussi ça en plus, donc qui a été... Sur du défaçage du serveur. Là, ils ont mis un tampon. Alors, c'est ce que j'expliquais. Et là, parce que bon, parfois je travaille un peu. C'est vrai, parce qu'on se demandait si tu n'étais pas un peu à la récré pendant cette émission, mais aussi, non, en fait, aussi, la preuve, non, mais je m'amuse. Il y a plein de façons d'apprendre, tu sais, écouter voilà. aussi, c'est bien. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et non, mais en fait, là, j'ai trouvé un petit tableau très intéressant où on voyait selon le nombre de caractères, si on mettait que des chiffres, que des lettres minuscules, que des lettres majuscules, etc., qu'à la fin, la seule protection qu'on pourrait faire, parce que ça, en fait, ça dépend de nous, en fait. Ouais. Parce qu'en gros, si on choisit un mauvais mot de passe, ou voilà, qu'on laisse faire et tout, en fait, la seule protection qui pourrait nous permettre d'avoir en gros 3000 années
de tranquillité pour un mot de passe, il faudrait qu'on utilise des nombres, des minuscules, des majuscules, donc des caractères spéciaux, mais il faudrait que c'est une longueur de 12. Voilà, c'est le minimum, et chaque machine mettrait 3000 ans pour trouver la bonne combinaison, donc ce qui nous laisserait un peu tranquille pendant quelques temps. Alors ça c'est si on a effectivement un serveur web qui, lui, n'est pas faillible. Malheureusement, sur ce type d'attaque, le dépassement de mémoire, c'est-à-dire qu'on va avoir tellement de requêtes que toute la mémoire vive du serveur va être occupée à cette attaque. Et c'est à ce moment-là, et c'est comme ça malheureusement qu'on arrive à défacer parfois des sites, le serveur web va considérer une requête post dont j'ai parlé tout à l'heure comme légitime, et on va pouvoir effectivement poster une nouvelle page web à la place de celle qu'on avait, sans forcément avoir le mot de passe. Encore une fois, les mots de passe, c'est important qu'ils soient évidemment bien sécurisés, mais les mises à jour des failles de sécurité connues, parce qu'on les connaît certaines, et c'est d'ailleurs la dernière attaque massive qu'il y a eu sur les machines virtuelles, c'est ce qui a permis un certain nombre de prises de contrôle, sans avoir forcément les mots de passe et les identifiants des administrateurs des sites. On voit que tu as été un prof en Russie, toi. Oh là là, tout de suite les attaques. Non, c'est pas l'attaque. En tout cas, pour revenir... Non, mais on a des preuves en plus. Pour revenir à des considérations juridiques, même l'éditeur de la plateforme se retrouve avec sa responsabilité mise en cause pour ne pas avoir mis en place les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité. Puisque désormais, par la régulation européenne et cette transposition au droit français, on est obligé de déclarer ces cyber-vulnérabilités. Et dès que l'attaque arrive, il faut justement informer ses consommatrices et consommateurs. Là, ça y est, ça rentre dans le quotidien, parce qu'il y a un truc alerte à enlèvement, là, l'équivalent de... Alors, cybermalveillance, en l'occurrence, en effet, c'est un dispositif qui a été notamment dévoilé par le gouvernement, le ministère de l'économie et plusieurs médias, dont BFM Business, qui vont relayer justement ces appels aux détections des failles, justement, dès les premières heures, qui sont primordiales pour pouvoir gérer le risque cyber et pouvoir justement intervenir. Un dispositif d'alerte cyber qui avait été lancé déjà en juillet 2021, mais qui est renforcé notamment à l'occasion, dans quelques jours, du fameux FIC, le forum de la cybersécurité à Lille, avec l'ANSSI. On en reparlera, tiens, justement avec toi, Gaël. Je crois que Stéphane voulait boucler cette émission avec une dernière info. Non, mais c'est bon. J'ai donné l'information. Oh là là. Non, on a quelques preuves. Voilà, c'était un autre temps, voilà. Non, mais on aime bien faire appel à Midjourney pour pouvoir détourner l'actu, nous aussi, vous voyez, finalement. Mais on vous labellise. En 2019. Image générée par Midjourney et Stéphane Zibi. Voilà. Non, mais sans rire, c'est ce qui s'est passé là. Je me souviens quand il y avait eu le hacking de TV5, c'est parti de quelqu'un qui avait cliqué malheureusement et il s'était fait aspirer ses mots de passe et ils avaient finalement accès à l'antenne. On ne le répétera jamais assez, 90% des erreurs en matière de cybersécurité viennent d'une erreur humaine, ou en tout cas des failles de sécurité. Merci infiniment, Merav, merci évidemment à Stéphane Zibi, comme toujours, merci à Gaël Musquet pour ses commentaires sur l'actu de la semaine. On se retrouve dès demain pour d'autres infos, d'autres actus et d'autres aventures. Allez dans l'école du futur.